Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Fortnite of the Apocalypse, donc la suite de Seven Deadly Sins. Aujourd'hui, la saison 2, épisode 3, qui était un épisode bien sympathique, mais qui pose les bases pour des trucs plus importants. On va régler tout de suite la question de Guenièvre, puisque c'est elle, du coup, qui donne son titre à l'épisode, puisque donc Guenièvre et Lancelot se rencontrent une nouvelle fois dans cet épisode. Et Guenièvre nous explique un peu plus son pouvoir, donc c'est-à-dire qu'elle est capable depuis qu'elle a l'âge de 3 ans, elle est capable de rêver d'événements qui arriveront dans le futur, avec une clarté et une précision rarement égalées, même par Bartra, qui lui, avec son pouvoir de la vision, était simplement capable d'avoir des brefs flashs du futur, mais particulièrement vagues. On se souvient par exemple à la fin de la saison 1, début de la saison 2 de Seven Deadly Sins, où en gros il avait perçu le retour des 10 commandements. Donc voilà, c'est pas aussi clair et ça peut être. C'est comme ça pour parler de Fortnite of the Apocalypse, c'est comme sa prophétie sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse et sur le fait qu'ils allaient perdre un espoir très important suite à leur réunion. On découvrira dans cet épisode que cet espoir, plus que d'être le soldat tué par Jericho, c'était en fait Guenièvre elle-même, qui, si on connaît un minimum les légendes arthuriennes, est destinée à devenir la femme d'Arthur, mais également l'amante de Lancelot. Donc elle est particulièrement focalisée sur sa relation avec Lancelot. Elle nous apporte quelques précisions, notamment voilà, qu'ils se rencontrent pour la première fois quand Lancelot a 16 ans, qui vont se rencontrer dans une tour quand il en aura 18, qui va l'embrasser quand il aura 23 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et que malheureusement par la suite, ils vont devoir se séparer définitivement. Vu la réaction de Guenièvre, ce serait pas déconnant d'imaginer que ça, c'est par rapport à la mort de Lancelot. Alors, est-ce que Lancelot va subir une défaite particulièrement violente de la part de Arthur? Ce serait pas déconnant, puisqu'Arthur est quand même un personnage particulièrement puissant et dangereux, même pour quelqu'un comme Lancelot. Et on nous explique, Guenièvre nous explique qu'elle vivra jusqu'à l'âge de 71 ans. Donc, a priori, Guenièvre, elle est plutôt tranquille, sauf si on apprend à un moment dans l'histoire que ses visions sont peut-être pas aussi précises et aussi claires que ce qu'elle croit. Parce qu'il y a ça aussi, on ne sait pas jusqu'à quel point ce que Guenièvre voit dans ses rêves est vrai. On sait qu'elle est au courant d'informations qu'elle ne peut pas avoir si elle ne voit pas un minimum le futur. Ça, c'est acté, là où Lancelot, lui, est capable de lire dans les pensées des gens. Mais voilà, est-ce que Guenièvre est un personnage qui sera, qui va être loin du danger, on va dire, ou est-ce qu'il peut potentiellement se passer un truc? Ça, on verra par la suite de l'histoire. Mais voilà, donc Guenièvre se fait kidnapper par Ironside, qui avait pour mission de récupérer la future promise d'Arthur, qui doit avoir quelque chose comme une vingtaine d'années maintenant, de mémoire. Donc il avait à peu près 16 ans, quelque chose comme ça, dans Seven Deadly Sins, on est 10 ans plus tard. 16 ans. Ouais, il était plus dans la trentaine quand même. Bref. Et donc voilà, Guenièvre arrive un petit peu à parler vite fait à Lancelot avant de disparaître de Lyonesse, en lui disant que il faut pas qu'il s'en veuille. Elle a confiance qu'un jour il la retrouvera et que elle attend ce moment avec grande impatience et que ça lui permettra de supporter tout ce qui va lui arriver à partir de maintenant. Voilà. Puisque du coup ils ont une petite discussion un petit peu. Lancelot réconforte un petit peu Guenièvre quand elle en arrive probablement au point de la mort de Lancelot. Je peux me tromper, mais il me semble que dans le manga, c'était précisé sa mort, mais très très longtemps, donc je peux pas être sûre. Voilà, elle s'effondre totalement et il est là quand même pour la soutenir malgré tout. Et donc voilà, il lui promet qu'un jour il reviendra la voir et ça redonne un peu d'espoir à Guenièvre pour la situation à venir.
Suite à ça, on va avoir du coup Meliodas qui va envoyer toute notre belle équipe là dans différentes missions. Donc Gawain rejoint la team Perceval. Eux, ils vont aller dans le nord, du côté de la forêt du roi des fées. Donc on devrait revoir King et Diane. Très très intéressé de voir où ça va mener tout ça. Du côté de la team Tristan, eux, ils vont plutôt aller vers le sud en direction de Camelot, de là où en tout cas où était Camelot à l'époque. Et Lancelot, de son côté, part en team solo, comme d'habitude, pour retourner au royaume de Benwick, donc c'est-à-dire chez lui en fait. Il n'a pas des masses en vie puisque lui à la base il était parti pour retrouver Jéricho et la ramener. Mais Meliodas lui dit bah écoute, tu l'as au moins retrouvé, tu sais un peu plus ce qui s'est passé, donc voilà, va au moins dire à tes parents ce que tu sais. Ça leur fera plaisir de te revoir également. Et en fait, on nous explique également que Meliodas, lui, va se concentrer sur la recherche de Dubs, Dub, quelque chose comme ça, qui en fait est l'artisan géant qui non seulement a créé le cercueil des ténèbres éternelles, donc le machin il a quand même 3000 ans, donc ça doit être quand même un sacré géant mine de rien, et c'est également lui qui a forgé les armes des 7 péchés capitaux à l'époque, Losbane et compagnie. Donc c'est un personnage quand même très intéressant, et en fait ce qu'on nous explique c'est qu'ils le cherchent tout particulièrement parce que ils essayent de trouver une arme qui réussirait à supporter en fait le pouvoir magique démentiel qu'a Lancelot depuis ce qui s'est passé au lac, quoi que ça veuille dire. Donc très très intéressant pour le coup, et Meliodas va se concentrer là-dessus. Euh, on revient un petit peu sur le fait que l'épée de Perceval possède une partie du coffret du cercueil des ténèbres infinies éternelles, c'est la garde de son épée. Et en fait, c'est que ses compagnons, ils sont en train de lui dire: «Non, non, mais c'est trop de responsabilité pour toi. Si on te la prend, le roi, il risque d'être enfermé aussi, c'est pas possible et tout». Mais du coup, Méliodas lui laisse. C'est vraiment le passage de flambeau à la nouvelle génération. Je trouve ça très sympathique, très beau comme image. Et donc voilà, et surtout il dit: «Bah voilà, je mets ma vie entre tes mains, j'ai suffisamment confiance en toi, Perceval, voilà, pour te laisser avec ce type de responsabilité». Ce que Tristan a un petit peu du mal à avaler, parce que voilà, visiblement Meliodas a particulièrement confiance dans tous les gens autour de lui, sauf en Tristan. Mais c'est sur plus, je pense que bah, ça reste son fils. Mine de rien, c'est le seul enfant qu'il a eu avec Elisabeth. Là aussi, ça pose des questions quand même, vu il a passé 3000 ans avec Elisabeth. Pourquoi pas? Peut-être en sachant du coup que la malédiction n'était pas brisée, peut-être que il arrivait juste pas à passer ce cap-là, peut-être. Et en gros, voilà, il est juste un petit peu trop protecteur avec son petit bébé, donc voilà, Tristan a beaucoup de mal, et c'est pour ça notamment qu'il est particulièrement proche de sa mère, comme il nous le montrera dans cet épisode au moment où ils s'en vont. Meliodas va avoir également une petite conversation avec Gawain, qui décidément se montre pleine de surprises, puisque donc elle est capable de voler dans les airs. Et en fait, clairement, c'est une mini Merlin avec les pouvoirs d'Escanor à l'heure actuelle. Là, tout se pose la question au niveau de la parentalité, puisque on sait que c'est la nièce d'Arthur, quoi que ça veuille dire. Parce on n'a jamais été au courant que Arthur avait de la famille ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on aurait des trucs par rapport à Uther Pendragon? Oh, ce serait méga stylé pour le coup. Mais voilà, tout le truc, c'est qu'on sait que dans Camelot, à peu près tout est basiquement possible, même si c'est au niveau d'une illusion. Donc, toute la question que je me pose, c'est, on sait qu'Escanor est mort à la fin de Nanatsu no Taizai. Donc, soit il a eu une relation plus profonde avec Merlin, enfin, vu à quel point leur baiser d'adieu était mis en avant, j'ai deux, trois doutes. Mais est-ce que Merlin
n'aurait pas créé d'une manière ou d'une autre un enfant symbolique d'elle et Escanor, puisque Merlin, pour le coup, depuis qu'on l'a revu dans Fortnite, elle est très différente de Seven Deadly Sins, donc à voir tout ce que ça implique. Mais voilà, encore beaucoup de mystères sur Gawain, mais qui dit ouais, mon oncle c'est Arthur, pourquoi est-ce que je devrais vous aider et tout ça. Mais Yoda lui dit bah oui, mais t'es quand même venu, t'as des propres objectifs et tout, donc écoute, allons-y. Voilà, donc Gawain ne fait pas de promesse de ne pas les trahir un jour, mais elle décide pour l'instant de rester avec eux. Et comme elle va passer du temps avec le groupe de Perceval, peut-être que ça va l'adoucir un petit peu, sait-on jamais. Voilà. Donc toute notre belle équipe du coup part à l'aventure dans leurs différentes missions. Donc on a Kion du coup qui dit au revoir également à ses parents, donc Margaret et Gilsander. Et du coup c'est vrai que j'ai réalisé sur le coup qu'en fait, même si biologiquement c'est pas exactement ça, mais techniquement en fait, Tristan et Kion sont cousins en fait, comme Gilsander et Gryamor à l'époque. Je trouve ça intéressant que la même dynamique soit un petit peu mise en avant. Et Gilsander va justement dire à son fils que bah il est un petit peu jaloux parce que lui au moins est capable de partir à l'aventure avec la personne qu'il admire le plus, mais plus ou moins en tant qu'égal, même si Kion se considère pas comme l'égal de Tristan. Tout comme Isolde, tout comme Iseult dans cet épisode, puisque donc elle essaye de faire promettre à Tristan de ne plus jamais se mettre dans un tel état pour elle, en fait. Mais elle lui dit non, non, mais ça c'est pas possible, vous êtes mes amis, je veux vous protéger, voilà, j'irai jusqu'au bout s'il le faut. Il lui remet du coup un petit ruban, petit ruban, un petit nœud, c'est mignon, c'est choupi. Pendant que pendant que t'as Gawain qui essaye de draguer Izo, mais elle est complètement hermétique, c'est super drôle. Donc voilà. Et puis du coup, Meliodas et Elisabeth discutent un petit peu à la toute fin de l'épisode, où Meliodas lui explique du coup ce que Lancelot lui a dit par rapport à Guenièvre. Elisabeth lui dit que non, non, Tristan l'admire, même s'il ne le montre pas forcément. Voilà, c'est un petit peu un tsundere légèrement sur les bords concernant son père, Tristan. Je t'aime moi non plus. Et voilà, donc Meliodas met bien en avant le fait que si le pouvoir de Guenièvre est réel, ça risque de leur causer pas mal de problèmes à l'avenir. Et je me pose honnêtement la question, serait-il possible que Meliodas meure dans cette série? Ce serait pas déconnant, puisque c'est assez courant dans des suites, surtout quand tu passes le flambeau à la nouvelle génération, de tuer l'ancienne symboliquement. Ça arrive même dans des mangas dont on n'a pas connu la version d'avant. Je pense à Naruto, par exemple. Les figures de l'ancienne génération de l'époque de Naruto, on n'a pas suivi leur histoire dans un manga propre, mais quand il y a des pertes, ça nous impacte aussi quand même, parce qu'on a des flashbacks, on sait ce que représentent ces personnages. Donc, est-ce que Meliodas ne pourrait pas mourir dans cette série? Je pense personnellement que ce serait pas une mauvaise décision. Déjà parce que c'est ce qui a failli lui arriver. Enfin, ce serait pas nouveau pour Meliodas de crever, pour le coup. Et ça permettrait peut-être de rendre justice à la fin de la saison 2, qui était une bêtise monumentale. Mais je pose ça comme ça. Ça m'étonnerait pas que Meliodas périsse dans cette série. Et franchement, je suis pas contre du tout. Il faut avoir des conséquences dans les histoires. Sinon, tu ne peux pas prendre au sérieux la menace. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, voilà. Bah, sur ce, écoutez, très très bon épisode. Toujours un ending à la fois triste et mélancolique. Il touche en plein cœur quand même avec Perceval qui rêve de son grand-père, qui fait un petit cauchemar et quand il se réveille, ses amis sont là. D'ailleurs, pas méga fan des nouveaux designs des personnages. Je pense qu'il va falloir que je m'y habitue un petit peu. Ah oui, j'en profite pour balancer une petite théorie qui tournait déjà à l'époque où le manga était sorti par rapport à Nation, puisque donc on a Anne qui accepte que Perceval la prenne dans ses bras régulièrement, lui fasse des petits câlins et tout.
Et Nation a une réaction un petit peu bizarre en voyant ça. J'avais oublié d'en parler dans l'épisode précédent, mais quand vous regardez le design de Nation, il a le même design quand ils sont dans leur pyjama que Anne. C'est-à-dire qu'il y a comme une distinction entre les personnages féminins et les personnages masculins dans cette scène-là. Ce qui a mené beaucoup à se poser la question si Nation ne serait pas une fille, avec de vrais sentiments plus profonds qu'une simple amitié pour Perceval. Voilà, comme j'ai pas suivi le reste du manga, je ne sais pas du tout si ça a été confirmé. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous voulez un petit peu discuter de tout ça, merci de pas spoiler. Bon, d'ici à ce que les épisodes de la saison 2 sortent, moi j'enregistre ça, on est début novembre, mais le planning étant un peu chargé en ce moment sur la chaîne, ça reviendra quand j'aurai un moment disponible sur la chaîne, malheureusement. Mais voilà, peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, la réponse aura été donnée. Si réponse il y a donné, bien évidemment, mais si jamais c'est une information qu'on a beaucoup plus tard dans le manga et que vous êtes au courant, bon, merci de pas spoiler, c'est toujours sympathique de découvrir les choses par soi-même. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Et puis bah en attendant, portez-vous bien les gens. Allez, bye.